Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. C'est le retour des LTP Demande Conseil, des épisodes que j'apprécie particulièrement et que je sais que vous attendez avec impatience également. Et aujourd'hui, le sujet que nous allons évoquer avec Pascal Balducci, qui est la référence scientifique du LTP. D'ailleurs, je le remercie une nouvelle fois de nous accorder tout ce temps et de nous transmettre toutes ces informations. Eh bien, nous allons parler de la base aérobie. Et j'ai trouvé un jeu de mots, car vous savez que je suis fan des jeux de mots. Et là encore, il vaut ce qu'il vaut, mais l'épisode s'appelle « Travailler son aérobie, la base ». Pour cet épisode, nous avons été accompagnés de Guillaume Giraudot, qui fait partie de la tribu des Patreons et qui me soutient, je le remercie une nouvelle fois. Si vous souhaitez rejoindre la tribu des Patreons et pourquoi pas intervenir dans un épisode des LTP Demande Conseil, eh bien rien de plus simple, rendez-vous sur patreon.com/let's try le podcast. Allez, je vous laisse profiter de ce nouvel épisode avec Pascal et Guillaume. Je suis avec Guillaume Giraudot et Pascal Balducci. Salut à tous les deux, comment allez-vous ? Salut Nico, salut Pascal. Salut Nicolas, c'est Guillaume, ça va très bien, merci. Alors, comme d'habitude, et à chaque fois qu'on commence un demande conseil, j'ai demandé à un Patreon de nous rejoindre. Donc aujourd'hui, c'est Guillaume Giraudot qui nous a rejoint. Salut Guillaume, donc je te resalue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Ouais, bien sûr Nico, et puis merci pour ton invitation. C'est un honneur d'enregistrer un épisode du LTP avec Pascal et toi. Je m'appelle Guillaume, 31 ans, en couple, sans enfant. J'habite en Franche-Comté, plus précisément à côté de Morteau, dans le Haut-Doubs, pas très loin de la famille Board, hein, que Patrick connaît bien. Pascal ? Pardon, Pascal. Oui, Patrick, c'est le papa. Ouais, c'est un lapsus, voilà. On avait compris. Sinon, dans la vie, je suis responsable d'équipe chez Enedis. D'accord. Côté sportif, je suis issu du monde du vélo. J'ai pratiqué la compétition à un niveau modeste, niveau départemental, régional pendant 9 ans. Je cours maintenant depuis 5 ans. Je me suis mis à la course à pied pour des raisons professionnelles. Et puis, donc, j'ai commencé ma première année sur route en faisant notamment un semi-marathon. Puis la seconde année, j'ai basculé tout de suite vers le trail. Et puis, ça fait maintenant 3 ans que je me suis mis au trail long et l'ultra. Donc je suis plutôt adepte des efforts en endurance, notamment que ce soit en vélo ou en trail. Et je pense que c'est certainement dû à mon passif de cycliste. Et puis j'encadre aussi également des séances d'entraînement au sein de mon club d'athlètes. J'allais t'en parler justement, c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à toi. Donc j'encadre des séances, notamment le jeudi soir, donc mon club d'athlètes, hein, pour le citer, donc le Doubs Sud Athlétisme Morteau. Ah, Pascal opine du chef, il doit connaître. Tu connais Pascal ? Oui, je connais, bien sûr. Ouais. Donc pour lequel je passe un petit coucou parce que je sais qu'il y a beaucoup de fidèles auditeurs du LTP. Allez, on les salue alors. On les salue. Et donc, donc tu encadres dans ce club-là, dans un cadre bénévole. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là ? Toi, tu es passionné par la science de l'entraînement. On échange beaucoup à ce sujet sur le cappuccino, notamment des Patreons. Tu peux nous en parler un petit peu de cet aspect ? Ouais, alors en fait, c'est une passion en fait. J'ai pas du tout de formation FFA. Je me suis formé à titre de coureur, notamment. J'ai participé en 2019 à un stage chez Patrick Board, et puis donc il y avait Pascal et Manon, et puis cette année-là il y avait aussi Julien Chaurier et Audrey Tanguy. C'est l'envie de vouloir partager mon expérience auprès de mes copains de club. J'essaye aussi à côté de prendre de l'expérience en écoutant des podcasts, en bouquinant, en toujours la soif de vouloir apprendre des choses et puis d'innover dans l'entraînement. Mais après, je sais qu'il va falloir quand même que je me entre guillemets, que je me professionnalise côté FFA pour avoir un peu plus de crédibilité après par la suite, quoi.
Ok, très bien. Bon, merci Guillaume pour cette présentation, c'était parfait. Pascal, déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé de ton côté depuis un moment? On s'est pas entretenu ensemble depuis un petit moment, donc qu'est-ce qui s'est passé chez les Balducci récemment? Eh bien, écoute, il s'est passé plein de choses. D'un point de vue professionnel, c'est vrai qu'il y a eu une grande période de formation parce qu'on avait décalé pas mal de formations en raison du Covid. Mhm. Donc, du coup, en fin de saison, là, avec notamment Sébastien Cornette et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Athlétisme, on a donné un grand nombre de formations à destination, on va dire, école de trail et puis séances pratiques trail, fait beaucoup de choses. Je suis intervenu aussi en Belgique à l'université de Louvain, pareil, pour une formation trail. Je suis intervenu aussi pour le DU Trail de Besançon. Je faisais l'ouverture sur une thématique un peu trail et recherche. Et puis prochainement, eh bien, on terminera l'année avec une formation qui va s'appeler Graines de Trailer. Mhm. C'est quelque chose que j'avais initié. Voilà, j'en ai parlé un petit peu il y a un an, mais c'est vrai, ça me paraît extrêmement important de savoir comment justement. Enfin, tu es bien placé, toi qui étais à Millau il n'y a pas très longtemps et qui était certainement avec Guilhem Prax, qui s'intéresse aux plus jeunes. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse au plus haut point, c'est le développement des habiletés physiques chez les plus jeunes, c'est-à-dire prépubères et puis post-pubères. Donc la formation, elle va être basée là-dessus, c'est-à-dire comment développer les différentes habiletés que sont l'endurance, la force, la vitesse, la coordination, etc. Qu'est-ce qu'on peut développer, à quel âge on peut le développer. Donc il y a beaucoup d'idées reçues à balayer Mhm. là-dessus et ça j'aime bien. Donc actuellement je m'investis beaucoup là dans cette formation-là. Et puis après d'un niveau sportif, eh bien il y a eu alors, la grande surprise on va dire de fin d'année. Et la belle surprise, ça a été la qualification de Baptiste Fourmont au championnat d'Europe de Eh oui. cross qui dispute dimanche à Dublin. Et ça, c'est génial parce que c'était voilà, il a été champion de France de montagne en espoir. Il a raté très peu sa sélection en montagne. Et puis, il a basculé directement sur le cross. Voilà, les pré-France où il fait 6 au scratch et les France où il fait 17 au scratch. Et voilà, quand on connaît le niveau des France de cross, c'est une grosse performance. Il a enchaîné la semaine d'après avec un 29-34 voilà, sur 10 km à Vénissieux. Et là, il est vraiment très bien. Et je trouve ça, voilà, c'est génial parce que ça donne surtout un excellent exemple euh, enfin, sur le fait qu'un trailer et qui démarre par l'activité trail, parce que Baptiste c'est un jeune coureur, Mhm. peut très bien ensuite venir rivaliser avec les meilleurs en cross et sur route. Et ça prouve aussi, voilà, ça amène de l'eau au moulin, à notre moulin, qui veut dire que le trail, c'est une école d'athlétisme qui est extraordinaire et qu'il faudrait un peu mieux considérer dans la plupart des clubs FF1. Alors, je sais qu'au Effectivement. championnat d'Europe, il retrouvera un jeune de 12 Sud Athlétisme et de Pontarlier, je pense, Luc Le Baron, qui est double champion de France, voilà, junior. Voilà, donc ça, c'était une super fin d'année de ce côté-là, quoi. Super. Voilà, je résume. Parfait. Bon, axé sur effectivement les tout jeunes. Donc moi, de nouveau, je répète, je suis très intégré effectivement avec l'école de trail de Guillaume, qui est moi plutôt du côté d'Aix-en-Provence, et je m'éclate vraiment. J'en reviens encore. J'étais tout à l'heure avec Renaud que je salue euh, sur l'école de trail du Pays d'Aix, et on s'éclate. On a les ados, on a les 6, les 8-10 ans, et vraiment c'est un vrai plaisir. Euh, Avant de commencer, je voulais faire une petite intro, Pascal, pour te remercier pour le temps que tu m'accordes depuis le début du projet. Hein. Tu ne comptes pas ton temps, et à chaque fois que je te demande d'être présent avec nous, eh ben, tu es disponible, voilà, c'est vraiment, je tenais à te remercier officiellement d'être Merci. présent depuis le tout début du LTP. Merci beaucoup. Euh, et on remercie aussi Fred Bousseau qui nous avait mis en relation. Alors aujourd'hui, le sujet est, et j'avais trouvé le titre un peu original, Travailler son aérobie, deux points, la base. Donc c'est un jeu de mots hein, qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est le mien et j'en suis fier. Donc pourquoi ce sujet? Donc j'ai commencé dans le cadre de ma formation à me documenter, et puis depuis le début du podcast aussi par le biais de nos échanges, Pascal. Euh, à creuser vraiment le sujet des capacités aérobie, anaérobie, lactique, etc. Et il s'est avéré que, effectivement, l'importance de travailler son aérobie
la capacité aérobie ressort systématiquement en ce qui concerne le trail et plus particulièrement l'ultra trail. Donc c'est pour cette raison que j'ai souhaité aller un peu plus dans le détail sur cet aspect-là. Il va y avoir un petit peu de redondance par rapport aux précédents épisodes, mais voilà. J'aimerais bien qu'on creuse vraiment en profondeur ce sujet-là. Pourquoi pas faire le raccourci après ultra courir moins pour courir mieux, courir moins vite pour courir mieux. Voilà. Je sais pas ce que tu penses de cette punchline, Pascal. Eh ben, elle est très bonne parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé notamment d'entraînement polarisé, hein, avec la nécessité de faire un travail qualitatif. Mais bien entendu, il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est pour notre discipline, c'est clair que la base, et quand on parle d'entraînement polarisé, ben, c'est quand même la majeure partie, environ 80% des séances qui doivent être courues plutôt à basse intensité. Donc ce travail à basse intensité, et on va en parler après, il est indispensable. C'est-à-dire on ne peut pas en faire l'économie. Autant on peut imaginer un coureur qui fasse de l'ultra en ne faisant que de la basse intensité, autant le contraire est impossible. C'est-à-dire on ne pourrait pas, ça, même pas d'ultra d'ailleurs, sur du trail de quelque distance que ce soit, on ne peut pas imaginer un coureur qui ne travaille que la qualité et qui puisse s'aligner dans de bonnes conditions sur une course de durée, quoi. Voilà. Très bien. Guillaume, n'hésite pas, si tu veux poser des questions, intervenir. Voilà, tu es le bienvenu, tu es là pour ça. Ok. Pascal, est-ce que tu peux déjà nous faire un petit rappel des principes, des notions de capacité aérobie, anaérobie, lactique, etc. Est-ce que tu peux Ouais. nous faire un tableau de Voilà, cet aspect-là? on va essayer d'être court, parce que c'est vrai que ça peut être très long, et puis surtout, on est sur des définitions qui, quelque part, sont un peu galvaudées. Parce que quand on parle d'anaérobie, il y a quand même une part de travail aérobie, et quand on parle d'aérobie, il y a très vite aussi une part d'anaérobie. Enfin bref, au départ, quand on sépare anaérobie, aérobie, c'est surtout en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort. Mais il y a plusieurs choses. C'est-à-dire, quand je commence un exercice, quel qu'il soit, et à quelle intensité que ce soit, je démarre tout le temps en fait en anaérobie. Pourquoi? Parce que mon système oxydatif, c'est-à-dire le système qui va permettre d'utiliser l'oxygène pour dégrader les composés énergétiques, produire de l'énergie du mouvement, il n'est pas fonctionnel. Pourquoi? Parce qu'il faut un certain temps pour que l'oxygène que l'on prélève dans l'air, en fait, soit utilisé au niveau musculaire. C'est-à-dire que sur les 2-3 premières minutes d'effort, on est en anaérobie, quelle que soit l'intensité. C'est-à-dire, je pars faire mon petit footing tranquille, je démarre de toute façon en anaérobie. Anaérobie, ça veut dire simplement privé Alors, ça d'oxygène. veut dire sans utilisation de l'oxygène pour produire de l'énergie. Pourquoi? Parce que cet oxygène, il n'est pas présent au niveau musculaire. Enfin, on a souvent parlé, mais c'est vrai que cet oxygène, il est utilisé au niveau de petites cellules qu'on appelle des mitochondries, enfin des petits organites au sein de nos cellules qu'on appelle des mitochondries, qui sont des usines en fait qui décomposent les composés énergétiques glucides, lipides, grâce à la présence de l'oxygène. C'est un peu comme la bûche qu'on met dans la cheminée en ce moment. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de production d'énergie. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, il y a combustion en présence d'oxygène et production d'énergie. Mais il faut 2 à 3 minutes pour que ce système se mette en place. Ensuite, donc ça, quelle que soit l'intensité de l'effort, on démarre toujours sur un peu d'anaérobie et ensuite on passe à l'aérobie. En fait, il y a un temps de transition pour que le Exactement. corps se Voilà. mette en équilibre, on va dire. Exactement. Il y a une inertie et en fait, ce phénomène s'appelle la cinétique de VO2. Alors, pour ceux un peu les puristes ou ceux qui s'intéressent à la physio, ce paramètre de cinétique de VO2 fait partie notamment, enfin, sur la route, des 4 paramètres de la performance aérobie, que sont donc le VO2 max, le coût énergétique de la locomotion, l'endurance, on va revenir après parce qu'il faut bien préciser ce que c'est, et la cinétique. Donc ce paramètre, il est important à prendre en compte, alors on va dire plutôt chez les élites, mais même chez les non-élites, notamment dans le paramétrage des séances d'entraînement, notamment de VMA, selon la qualité de ce paramètre, parce que chez certains, c'est 3 minutes, chez d'autres, ça peut être amené à moins d'1 minute chez les experts. Et bien du coup, les séances peuvent être, il va y avoir des effets d'entraînement qui peuvent être complètement différents d'un individu à l'autre. Donc, il faut tenir compte de ce paramètre dans les séances de VMA. Ça va jouer aussi dans les variations d'allure en course. Ça peut jouer aussi dans les passages montée, descente, montée, plat, montée, etc. Donc, c'est pas un paramètre qui est plutôt intéressant quand on essaye d'individualiser l'entraînement. Sinon, c'est vrai que la plupart des entraîneurs ne l'utilisent jamais. Voilà, c'est une chose.
Ensuite, donc la filière anaérobie, on va dire à la base, ça veut dire sans utilisation de l'oxygène. Aérobie, ça veut dire avec utilisation de l'oxygène. C'est aussi en fonction de l'intensité de l'effort. C'est-à-dire sur un effort qui est très intense, mais qui du coup sera court, je vais être en anaérobie. C'est-à-dire que j'ai pas le temps d'utiliser mon oxygène. Par exemple, si je fais un effort de 1 minute à fond, on imagine un 400 mètres, c'est un effort qui est fait en anaérobie. Et quelle que soit la filière, donc anaérobie ou aérobie, on a toujours deux pôles, un pôle puissance et un pôle capacité. Donc j'ai de la puissance anaérobie et j'ai aussi une capacité anaérobie. Alors après, c'est encore un peu plus complexe parce que dans cette filière anaérobie, il y a une filière qu'on dit alactique, c'est-à-dire qui ne va pas produire d'acide lactique. Et ça, c'est la filière qui est très très courte sur quelques secondes et qui utilise des composés. Alors, l'ATP déjà qu'on a dans nos muscles, mais qui a voilà, pour 2-3 secondes de réserve. Et puis après, ce qu'on appelle les phosphocréatines, donc les composés phosphorés. Et là, pareil, la durée de vie, ça dégage une grande puissance, mais la durée d'utilisation est aussi très courte sur cette filière. Donc ça, c'est la filière anaérobie lactique. Puis on passe à la filière anaérobie lactique, puissance-capacité. Donc puissance, c'est une trentaine de secondes et capacité, c'est maximum 2-3 minutes sur une capacité lactique, même moins de 2 minutes, quoi, à peu près 2 minutes maximum. Et puis ensuite, on bascule dans la filière aérobie au bout de 2-3 minutes d'effort. Et puis on va dire qu'au bout même de 6-7 minutes d'effort, on bascule vraiment dans la filière aérobie avec là l'oxydation des lipides qui avant n'étaient pas utilisés par rapport à l'intensité et la durée de l'effort. Donc d'abord, on dégrade de la créatine, enfin de l'ATP, de la phosphocréatine, puis les glucides, le glycogène, puis ensuite on passe aux lipides au bout de quelques minutes d'effort. Donc voilà comment on glisse en fait de l'anaérobie à l'aérobie. Mais pour revenir à l'intérêt pour notre discipline, tu sais, on dit souvent, on entend souvent, et quelque part c'est une réalité, que le trail c'est une discipline aérobie, mais c'est pas tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce que pardon. Dans les situations, par exemple, de montée qui sont raides, on a besoin donc de produire de la force. Pour produire cette force, on va utiliser les fibres musculaires dites de type 2, qui sont des fibres justement qu'on appelle glycolytiques, elles vont utiliser le glycogène, mais ce sont des fibres qui produisent de la puissance, mais qui sont aussi rapidement fatigables et qui vont justement taper qui vont utiliser ce métabolisme anaérobie et donc produire aussi donc de l'acide lactique, du lactate, on en parlera après pour les seuils, mais des ions H+, acidose musculaire, etc. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de réelle barrière entre chaque... Non, il n'y a pas de barrière, il y a même une interpénétration des différentes filières, en fait. Et on sait maintenant, alors bien sûr, quand on parle de VMA, on dit vitesse maximale aérobie. On a l'impression qu'on est encore en aérobie, mais en fait, il y a déjà une grande part du métabolisme anaérobie, puisque déjà au seuil anaérobie, qui est à peu près à 85% de la VMA, il y a déjà une part d'anaérobie importante. En fait, on sait que l'anaérobie intervient relativement tôt, en fait, par rapport à l'intensité de l'effort. On est revenu un peu sur toutes ces notions-là, quoi. Voilà. Guillaume, je te laisse poser une question ou intervenir si tu veux. Non, mais c'est clair l'explication. Par contre, moi, je me posais une question. Est-ce qu'il y a un lien entre la VMA et la PMA? Oui, tout à fait. Alors, en fait, la VMA, c'est une vitesse, donc elle ne peut être exprimée qu'à plat, puisqu'on parle de vitesse, sinon elle n'a pas de sens. Et la PMA, si tu veux, c'est la puissance, alors on va dire virtuelle, c'est la puissance qui est exprimée à cette vitesse-là. C'est-à-dire quand on appelle la machinerie oxydative tourne à fond, c'est-à-dire qu'on utilise l'oxygène à fond, qu'on est quasiment à VO2 max, ou qu'on est même à VO2 max, c'est-à-dire la consommation maximale d'oxygène, on est aussi à PMA. Alors qu'on soit à plat, ou qu'on soit en montée, ou qu'on soit en terrain vallonné, on utilise en quelque part notre puissance maximale. Voilà. Mais cette puissance, en course à pied, on n'est pas capable de la déterminer avec précision. On peut l'approcher, mais on ne peut pas vraiment la déterminer pour de multiples raisons. Contrairement au vélo, on peut mettre des capteurs de puissance et où on peut travailler à PMA. Mais en course à pied, on ne travaille pas à PMA. Alors c'est vrai que si on met une séance de fractionné court sur terrain vallonné, on va dire, faire à 100, 105 ou 90% de PMA. On va utiliser ça. Mais en fait, quelque part, on ne sait pas comment l'évaluer.
pour en revenir à cette différence entre aérobie, anaérobie, etc. Donc on a bien compris, tu nous as expliqué comment ça fonctionnait à la mise en route, au départ de l'activité. Mais une fois qu'on est lancé, imaginons qu'on est dans le cadre d'un trail, on peut passer d'une zone, tu l'as dit un peu tout à l'heure par rapport aux montées, mais est-ce qu'on passe facilement d'une zone aérobie à une zone anaérobie? Ça va en aller-retour, ça Alors, fait comment ça se passe? tout à fait. On peut passer d'une zone à l'autre, mais il faut bien, enfin, pendant un certain temps, parce qu'ensuite, une fois qu'on a épuisé les stocks de glycogène, ça devient très compliqué. Et il faut bien comprendre en fait que ça va être relatif du coup à notre niveau de force. C'est-à-dire, on a longtemps opposé force et endurance, et en fait, on s'aperçoit que force et endurance sont les meilleurs alliés du monde, et notamment chez les trailers, encore Mhm. davantage, puisque le fait d'avoir une certaine force, ça permet, par exemple, dans les situations de côte dont on a parlé tout à l'heure, et ben finalement, si on a une force maximale qui est importante, pour ensuite gravir une côte, on va utiliser ben, finalement un pourcentage moindre de notre force maximale par rapport à quelqu'un qui aurait moins de force. Et du coup, on va continuer à travailler sur une quantité importante de fibres endurantes et rester en fait dans une dynamique d'endurance et utiliser encore un maximum de lipides. Et donc épargner aussi nos stocks de glycogène. Donc être plus fort, c'est être plus endurant parce que on va pouvoir, à une intensité donnée, consommer plus de lipides que celui qui est moins fort. Mais dans ces situations-là, on peut en effet basculer sur le métabolisme anaérobie assez rapidement, ce qui implique aussi très souvent une augmentation de la fréquence cardiaque, donc qui est en lien avec une augmentation de l'intensité de l'effort et qui est en lien donc avec une variation du métabolisme énergétique. Alors plus je consomme, alors plus je suis irrégulier aussi, et plus je suis élevé et plus je consomme de glucides et moins je vais être endurant. D'où Mhm. encore une fois la nécessité dans notre discipline trail d'être fort. Tout à fait. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler encore une fois, si possible, les différents seuils ventilatoires euh, en les mettant en relation avec les différentes zones aérobie, D'accord. anaérobie, etc. Et de nous rappeler l'intérêt de pousser ces seuils, on va dire ce que nous disait Sylvain Cachard dans l'épisode, de pousser ces seuils à droite. Ouais, exactement. Il a bien compris le truc. Tout d'abord, je vais juste revenir sur la notion. On a parlé de capacité aérobie et c'est quand même à différencier de l'endurance. Quelque Hmm. part, la capacité aérobie, c'est notre capacité à produire un effort de longue durée. Mais dans cette notion de capacité, il n'y a pas de notion de vitesse, ni même d'intensité quelque part. Alors que l'endurance, c'est justement le pourcentage d'utilisation de notre puissance ou de notre vitesse maximale. Et c'est un petit peu différent. Si on imagine par exemple un gros réservoir de carburant, par exemple, hein, ben, la capacité aérobie, c'est le volume du réservoir. Si je tourne le robinet de ce réservoir à fond, donc je mets un débit maximal, ça c'est ma puissance aérobie, donc c'est ma VMA, ou c'est mon VO2 max quelque part. Et si si je tourne mon robinet à un certain débit, en fait, la durée finalement d'écoulement du réservoir, ça va être ma notion quelque part d'endurance. D'endurance. Voilà, exactement. Donc c'est un petit peu différent. Donc l'indice d'endurance, c'est quelque chose qui se calcule d'un point de vue physiologique, hein, et c'est toujours un rapport avec ma puissance maximale. Donc quelque part, c'est en fait la pente de décroissance de ma vitesse ou de ma puissance en fonction du temps. Et à VMA égale, on peut avoir des différences extrêmement importantes. Ensuite, alors, quand on parle de cette notion de seuil, elle est importante, mais elle est importante et en même temps elle est extrêmement complexe parce que elle est assez difficile à approcher. Et finalement, moi, après même, tu vois, pas mal d'années de recherche, je me contente de données de terrain et pas de données de laboratoire. Là, D'accord. actuellement, par exemple, je suis à l'hôpital toutes les semaines depuis pas mal de semaines, tous les vendredis en recherche. Et on s'aperçoit que les seuils, 9 fois sur 10, ça ne fonctionne pas, en tous les cas, par la méthode de détermination qui est donnée par les logiciels de, de, de Metamax ou de Cortex, voilà, Je te des coupe logiciels Pascal, de mais données. on avait échangé ensemble sur mon exemple où j'étais allé faire un test, un test à l'effort en laboratoire et on avait un peu échangé sur mes tests. Et effectivement, en les regardant un peu de plus près, on avait déterminé ensemble que, enfin, tu m'avais dit clairement Ouais, que c'est compliqué. Ouais. c'était pas forcément très Mm. logique. Voilà. Voilà. Alors en fait, les seuils, alors il y a aussi différentes dénominations, c'est-à-dire on parle de seuil ventilatoire, donc SV1, SV2, on parle de seuil lactique, SL1, SL2,
qui est basé sur la production en fait, de millimoles de lactate, donc 2 millimoles, 4 millimoles, sont des très vieilles dénominations. Et on parle aussi de seuil, pour le seuil 1 d'adaptation ventilatoire, celui-là il est assez intéressant, et puis le seuil 2 d'inadaptation ventilatoire, on verra pourquoi, et puis on parle aussi de seuil en aérobie, anaérobie, donc il y a tout un tas de dénominations. Comme je disais ce week-end en formation, en fait, plus il y a de noms pour désigner quelque chose, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Et moi, c'est bon. Moi, c'est clair. Moi, c'est clair. Alors, logiquement, on a un premier seuil ventilatoire, enfin, et tous les noms qu'on veut lui donner, qui est situé entre 55 et 70% de VO2 max, ou de vitesse quand on est à plat, puisque la VMA, finalement, c'est la vitesse à VO2 max. Veut dire, avec la correction du coût énergétique de la locomotion, mais bref, en gros, c'est ça. Donc, quelque part, plus on est entraîné, et plus ce seuil, il est en effet déplacé. Il faut savoir qu'en deçà de ce seuil, finalement, il n'y a pas d'adaptation due à l'entraînement. Donc, ça veut dire que quand on est à des allures, par exemple, de 50%, en fait, on est sur des allures vraiment de récupération, mais il n'y aura aucun effet d'entraînement si on est en deçà de ce premier seuil. Voilà. Et en fait, ce qui se passe de ce premier seuil, alors, les seuils, déjà, on les détermine aussi que si on est sur un exercice d'intensité croissante. D'accord ? Donc, quand on fait un test d'effort en labo, il y a très souvent détermination des seuils. Et ces seuils en labo, ils sont déterminés, alors à moins qu'on ne prenne des lactates, mais il y a beaucoup de critiques aussi à cette méthode-là, et c'est basé plutôt sur ta ventilation. C'est-à-dire que quand on est à l'effort, on s'aperçoit, oui, la fréquence cardiaque augmente parce que la vitesse augmente, donc la demande en oxygène au niveau musculaire augmente. Donc pour apporter cet oxygène, il y a un débit cardiaque qui augmente par l'augmentation de la fréquence cardiaque, par l'augmentation du volume d'éjection systolique, c'est-à-dire la quantité de sang qui est envoyée à chaque battement cardiaque. Voilà. Et au bout d'un moment, si tu veux, il y a aussi parallèlement une augmentation de la ventilation. Alors, pourquoi une augmentation de la ventilation ? Parce qu'en fait, on dégrade à partir d'une certaine intensité, on commence à dégrader un peu plus de glucides. Ces glucides rentrent dans un procédé qu'on appelle la glycogénèse, enfin le cycle de Krebs. Donc là, c'est de la physio un peu plus complexe. Mais une des étapes justement de la glycolyse, c'est-à-dire de la dégradation des glucides à l'effort, c'est justement ce fameux acide lactique. Donc on a tous entendu parler et qui est encore une idée reçue aussi, qui est assez, qui a la dent dure, parce que c'est encore on l'accuse encore de tous les maux, ce fameux acide lactique. On dit qu'on est lactique, etc. C'est pas le cas. C'est l'acide lactique, il a rien à voir là-dedans. L'acide lactique lui-même se décompose en ion lactate en lactate et en ion H+. Voilà. Le lactate, dans un premier temps, il est remétabolisé, c'est-à-dire il est réutilisé par l'organisme pour produire de l'énergie. Et en fait, c'est ces ions H+ là qui vont nous poser des problèmes. Alors, dans un premier temps, les ions H+, ils sont récupérés, ils sont pris en charge par un système tampon. Alors, j'ai un peu compliqué, mais si on veut rentrer dans les détails, c'est un petit peu ça. Donc, disons qu'il y a production d'ions H+, qui sont dus à l'utilisation des glucides. Ces ions H+, ils sont tamponnés par des ions qu'on appelle des ions hydrogénocarbonates, pour ceux qui ont fait un peu de chimie à l'école, qui sont des ions HCO3-. Et si on met HCO3- plus H+, ça forme de l'eau et du CO2. Et cette production de CO2, elle va venir alerter les centres respiratoires et donc il y a augmentation de la ventilation pour évacuer ce dioxyde de carbone. Donc ça, c'est le premier seuil. Et quand l'intensité de l'effort augmente, il y a encore plus de lactate, il y a encore plus d'ions H+, et à un moment, le système tampon, il est saturé. Donc ces ions H+, ils s'accumulent notamment au niveau du plasma sanguin. Ils viennent entraîner ce qu'on appelle une acidose un peu du sang. Et là, il va y avoir encore un deuxième seuil, c'est-à-dire on va avoir besoin d'évacuer encore une augmentation de la ventilation pour évacuer en fait ces ions H+. Dans un premier temps, ils s'est tamponné, ils forment du CO2, d'accord, mais dans un deuxième temps, il y a encore tout le CO2 qui est formé, mais aussi des ions H+, qui s'accumulent dans le compartiment sanguin, qui provoquent les douleurs musculaires. Quand on commence à avoir mal aux jambes, au-delà du seuil anaérobique, ça commence à piquer. Ce sont ces ions H+, parce qu'il y a une acidification, une baisse du pH sanguin, et il faut évacuer tout ça au maximum. Donc là, on rentre en hyperventilation. C'est pour ça qu'on parle d'inadaptation ventilatoire au niveau du deuxième seuil. Alors, en labo, c'est compliqué parce que généralement, on va trouver, alors, logiquement, on trouve justement des cassures dans ce qu'on appelle le débit ventilatoire. C'est on mesure le nombre de litres d'air expiré et inspiré par minute, c'est le débit ventilatoire. Et souvent, il y a des cassures dans ce débit
qui sont dues justement aux variations comme ça de consommation d'oxygène et de rejet de CO2. Et puis parfois, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de cassure, que c'est plutôt continu, et donc que l'existence de seuil, elle est presque théorique. Alors même s'il doit être là, mais en tous les cas, elle n'apparaît pas de manière flagrante au niveau des courbes. Parce qu'une courbe, c'est pas une courbe toute lisse comme on voit dans les livres. Une courbe réelle, c'est tout le temps avec énormément de variations. Donc, ça peut être compliqué à interpréter, notamment pour un logiciel. C'est pour ça que ces seuils, c'est intéressant plutôt de les terminer sur le terrain. Et celui qu'on utilise, bien entendu, de manière prioritaire, c'est le seuil anaérobie. Donc, quand Sylvain parle de décaler les seuils vers la droite, en effet, l'un des buts de l'entraînement, c'est de reculer ce seuil d'accumulation du lactate, tu vois encore un nom, le plus possible vers la droite, parce que ça va élargir un peu notre palette de travail aérobie. Plus on recule ce seuil, plus ça sera utile. Même si on trail, certains vont dire, mais non, on n'est jamais à des intensités de 85, etc. sur des trails longs, sur ultra. Oui, mais quand on se retrouve en situation de montée, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut solliciter ce métabolisme anaérobie. Et si on a un seuil d'accumulation des lactates qui est plutôt reculé vers la droite, c'est au-delà des 85%, on va rester plus longtemps en aérobie. Donc, il y a un fort intérêt énergétique, justement, à améliorer ces seuils. Voilà, assez complexe. Hein. Non, c'est très complexe. Après, l'avantage du podcast, c'est qu'on peut le réécouter aussi, plusieurs fois. Mais n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous souhaitez réécouter l'épisode plusieurs fois, c'est bien. Donc, on dit, l'intérêt, c'est de déplacer ces seuils, et notamment le seuil numéro 2, on va dire, pour simplifier vers la droite, pour travailler le plus possible dans une zone aérobie, qui nous permet de travailler, on va dire, le plus en aisance possible, en utilisation d'oxygène et notamment pour éviter de griller le moins de glucides rapidement, si j'ai bien compris, si je simplifie un peu. C'est exactement ça. Le but, c'est de déplacer. Alors, en labo, c'est intéressant parce qu'on peut justement regarder les courbes d'évolution de la consommation d'oxygène et la courbe de rejet de CO2. Et le croisement des courbes, c'est ce qu'on appelle le crossover point. Ce qu'on utilise aussi beaucoup quand on veut faire le régime cétogène, on parle beaucoup de cet aspect-là. Exactement. Et en fait, c'est la voie c'est le croisement des filières glucidiques et lipidiques. Donc, pour une certaine intensité, plus ce crossover point, plus ce point est déplacé vers la droite, et meilleur c'est, bien entendu. Guillaume, est-ce que tu veux réagir ? Non, rien de particulier. Bon, c'est un peu là effectivement, c'était un peu complexe et on rentrait vraiment dans la physio notamment, mais je pense que c'est clair c'est important de parler aussi de manière la plus précise possible. Est-ce que le travail Nico, Vas-y. J'avais une question, mais je pense il me semble que Pascal a dû répondre, mais c'est le pourcentage de VMA entre la partie quand on est en aérobie et après en anaérobie, c'est 85% de VMA, c'est ça, c'est là la barrière entre les deux. Ouais, alors le seuil statistiquement, on va dire qu'on est au seuil on atteint son seuil à 85% de VMA, mais certains l'ont à 80, l'autre à 90. Et quand on est déjà au niveau de ce seuil, on a déjà même un petit peu avant, on a déjà une partie d'anaérobie en fait qui participe. Okay. D'accord. Est-ce que le travail aérobie, donc on va simplifier, le travail à basse intensité, permet de déplacer ce fameux seuil numéro 2 vers la droite, ou est-ce qu'on est obligé de rentrer dans du travail à haute intensité pour le déplacer, ou est-ce que c'est les deux ? Très bonne question. Alors oui, ce travail aérobie, le travail à basse intensité, il vaut mieux dire comme ça, permet de déplacer le seuil vers la droite. Pourquoi ? Parce que le travail à basse intensité, et notamment à intensité régulière, va améliorer l'utilisation des lipides à l'effort, ce qu'on appelle la lipolyse. Et si on améliore l'utilisation des lipides à l'effort, c'est aussi, par exemple, à partir d'1 gramme de lipides, on va produire plus d'énergie qu'on pouvait le faire auparavant. Ça va nous permettre donc en effet de déplacer ce point vers la droite et donc de courir à une intensité un peu plus élevée en consommant toujours une part importante de lipides. Voilà, c'est le but de l'entraînement en endurance d'ailleurs. Donc c'est plus sur un aspect, comment dire... c'est moins on se positionne là moins sur un aspect de décalage des seuils, on est plus sur un aspect d'efficience du système à consommer des lipides. Exactement, ouais, c'est une amélioration du métabolisme énergétique, donc du métabolisme lipidique. Donc c'est une donnée qui est importante. Et puis il faut savoir aussi, par exemple, pour les gens qui débutent l'activité, c'est-à-dire si je travaille qu'à basse intensité, j'améliore aussi mon VO2 max, j'améliore mes capacités physiques globalement. Après, on arriverait vite, si tu veux, à une limite. Mais dans un premier temps,
rien que le fait d'aller courir, de me mettre en activité, j'améliore tout mon potentiel, enfin toute la filière, en tous les cas aérobie, de la capacité à la puissance. Et de même que si je travaille aussi qu'en puissance aérobie, j'améliore aussi ma capacité, mais encore une fois, dans des degrés moindres, bien entendu. Question un peu bête, mais est-ce qu'on doit opposer? Comment doit-on les mettre en parallèle? Ou est-ce qu'on les met en parallèle ou est-ce qu'on les oppose? Capacité, travail de faible intensité et travail à haute intensité. Alors, on en a parlé assez souvent, ça, Nicolas, justement dans le contexte de la polarisation de l'entraînement. Donc, le but, moi, c'est surtout pas de les opposer, c'est au contraire de les faire travailler en synergie pour de multiples raisons. On en a parlé. C'est que, encore une fois, si je ne travaille qu'à basse intensité, je vais très vite, en fait, limiter mon potentiel et ma capacité de performance. Je vais, alors d'un point de vue hormonal, d'un point de vue biomécanique, d'un point de vue énergétique, je vais quelque part un peu diéséliser le moteur, qui est une vraie réalité physiologique. Parce que notamment, si je fais que de la basse intensité, on sait, on a déjà vu ça des exemples de certains athlètes, on peut perdre 10 à 15 pulses de fréquence cardiaque maximale. On va réduire l'activité du système hormonal à base des catécholamines, c'est adrénaline, noradrénaline, dopamine. Donc, on va vraiment réduire sa capacité de performance parce que parmi les paramètres, en fait, notamment des charges de travail, volume, intensité, fréquence des exercices, spécificité, on sait que c'est l'intensité qui est le premier booster, en fait, de la performance. C'est ça qui permet vraiment de stimuler les athlètes. Et on s'aperçoit aussi avec les athlètes qui prennent un petit peu d'âge qu'on réduit fortement le volume de travail, volume horaire, volume kilométrique, mais qu'on conserve un travail qualitatif important. Et on sait que maintenant, il y a énormément d'études qui sont convergentes là-dessus. C'est que le meilleur moyen de lutter contre la perte des capacités cardiovasculaires et la perte des capacités musculaires, c'est justement de continuer ce travail de puissance aérobie et également de force. Ce sont deux boosters extrêmement importants de la perf. Voilà. Donc, on n'oppose pas ce travail à basse intensité et le travail à haute intensité. Au contraire, au sein d'un entraînement polarisé, on essaye d'équilibrer un petit peu, enfin pas équilibrer, mais de trouver les bonnes proportions entre les deux pour avoir un travail qui soit très varié du coup et qui va aussi réduire la monotonie de l'entraînement. Ça, on en avait parlé également quand on avait parlé des charges de travail, notamment avec la méthode Foster. Et cet indice de monotonie, il est justement abaissé grâce à ce travail polarisé. Dans les plusieurs livres, dans les ouvrages que j'ai lus, notamment le tien avec Anthony Berthoud sur les petits cahiers du trail, on vous évoquait l'aérobie comme une base solide sur laquelle on doit s'appuyer pour venir construire on va dire ses capacités, notamment en termes de haute intensité. Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Oui, alors c'est un aspect qui est important d'ailleurs pour tous les athlètes, c'est-à-dire qu'on soit pistard, coureur de 400 mètres, même un coureur de 100 mètres, je veux dire, ce travail aérobie, on dit toujours que l'aérobie libère l'anaérobie. Ça, c'est la formule de Jean-Claude Volmer, que j'apprécie beaucoup en tant qu'entraîneur, il a été longtemps entraîneur national, il a une très grande expérience, et il s'intéresse aussi au trail. Donc ce travail aérobie, oui, il est extrêmement important pour ça. Il va améliorer notamment la récupération, il va être utile à plus d'un titre. Et puis pour nous, alors je sais pas si c'était ta question de dire quels étaient les apports en fait du travail en aérobie, c'est un petit peu ça ou Non, la question, c'est, on voit souvent que on doit comme un peu les fondations d'une maison, l'aérobie c'est les bases, Ouais. et ensuite on va venir construire le toit, etc. Exactement. Est-ce que Oui, le travail à haute intensité est quelque chose qui doit venir après? Dans un sens, oui. C'est très bien de poser ses bases. En effet, et le travail aérobie, c'est une base de travail extrêmement importante, justement parce que ça peut aussi libérer ensuite l'anaérobie. Oui, c'est essentiel de commencer par ce travail. D'ailleurs, avec un débutant, par exemple, on commence pas par lui faire du fractionné. On va commencer par développer le cardiovasculaire pour provoquer chez l'individu des adaptations justement à l'entraînement. Et ces adaptations, en respectant le principe de progressivité, donc aussi dans les intensités. Donc on commence par du quantitatif pour aller vers le qualitatif. Eh bien, on va commencer par un travail aérobie qui va permettre un peu d'asseoir une certaine condition physique. Et après, on va aller vers un peu peut-être travail musculaire, technique, etc., voire anaérobie. Mais on commence en effet toujours par l'aérobie pour développer les capacités cardiovasculaires. Il faut savoir qu'il faut au moins 3 à 4 semaines pour visualiser les premières adaptations. Et après, plusieurs mois de travail pour que ces adaptations se stabilisent et qu'on puisse ensuite
dans un deuxième temps, construire peut-être d'autres aptitudes. Guillaume, est-ce que tu souhaites réagir ou ajouter quelque chose? Ou poser une question? Non, Pas particulièrement. non. Ok. Dans le cadre de la construction d'une saison, imaginons voilà, quelqu'un qui a déjà de l'expérience, un peu comme moi, comme Guillaume, sur des... Voilà, on est trailer, on va dire, depuis quelques années, on veut construire notre saison. Alors, juste avant ça, je voudrais dire que on va faire un épisode sur la construction d'une saison dans un deuxième temps, mais là, je me réfère juste au travail de l'aérobie et le positionner dans la saison. Est-ce qu'on a un moment où on doit le travailler particulièrement ou ça se travaille tout au long de la saison? Alors, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que ça va dépendre des périodes de préparation et ça va dépendre surtout en fait, de la planification d'entraînement, quoi. Alors, auparavant, quand on s'intéressait à des athlètes qui avaient, alors je parle hors trail, hein, qui avaient une saison de cross l'hiver, une saison de piste, route l'été, etc. C'est vrai qu'on avait un développement aérobie, on parlait de travail foncier essentiellement pendant l'hiver. Le trail est venu bousculer un petit peu ça dans le sens où les athlètes terminent les saisons parfois tardivement et ils ont accumulé souvent de longues courses ou fini par des ultras. Et du coup, il y a un véritable besoin de récupération et de régénération et du coup de redéveloppement de qualités qui se sont émoussées avec l'accumulation un petit peu des courses longues. Du coup, moi, chez mes ultra-trailers, en tous les cas, et même pour la plupart des coureurs, on est pendant l'hiver dans une phase plutôt de redéveloppement de la puissance aérobie. Donc, on est sur la filière aérobie, mais plutôt du côté puissance. Et puis, après, on va entretenir quand même, on va dire, la capacité, mais via des activités croisées. Mais moi, quand je suis en période de reprise, au moins sur les 2 premiers mois avec les athlètes, j'enlève toutes les sorties longues à pied, par exemple. Ça dépasse rarement 1 heure. Ça va être plutôt un cumul de petites charges. On va redévelopper aussi VMA, PMA. On va redévelopper la force. Donc, on va plutôt travailler sur les aspects puissance, en fait, des qualités physiques qui, encore une fois, s'étaient vraiment émoussées. Et le but, c'est de regagner 1 km à l'heure, voire plus en VMA, regagner de la force. Et après, on va pouvoir retravailler différemment et remettre de la quantité, de la spécificité, etc. Après, tout dépend, encore une fois, du type d'athlète, des objectifs. Bien entendu, enfin, moi, j'ai beaucoup d'athlètes, par exemple, qui vont passer par la case cross. Pour ces athlètes-là, c'est évident qu'on va même travailler la filière anaérobie, on va retravailler la filière aérobie sur le version puissance. Et du coup, pour bien assimiler ces séances-là, c'est clair qu'on va pas ensuite mettre le week-end des sorties longues de 2-3 heures qui vont générer encore une nouvelle fatigue. Non, au contraire, ces séances-là, aérobie, elles vont servir, enfin aérobie, capacité et endurance, vont servir à assimiler les séances qualitatives. Encore une fois, il faut qu'il y ait une harmonie en fait dans les microcycles de travail. Et après, bien entendu, ça va évoluer vers, on va dire, des piqûres de rappel sur VMA, PMA, force, et plutôt du travail en endurance de force, du travail aux intensités spécifiques, du travail avec dénivelé, technicité, etc. Et on va se rapprocher des conditions de compétition, des trails qui vont arriver par la suite. Mais là, je parle déjà de février-mars, quoi. Voilà. Ok. Pascal, une petite Oui. question. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'exercice de puissance en aérobie? Oui, alors la puissance aérobie, en fait, c'est tous les exercices de type VMA qu'on va pouvoir faire à plat. Moi, j'aime bien repasser par un travail à plat et notamment un travail de piste là pendant l'hiver. Je parlais de Baptiste Fourmont tout à l'heure, par exemple. Alors, de temps en temps, le week-end, il peut avoir un petit footing avec un peu de dénivelé, mais c'est très réduit alors que c'est un coureur à la base de montagne. Donc, des séances, qu'est-ce qu'il a fait dernièrement? Lui ou plein d'autres. En ce moment, par exemple, des séances, j'aime bien faire. Alors, il y a 1001 façons de travailler la VMA. On pourrait y passer pas mal d'heures dessus. Mais moi, j'aime bien, par exemple, travailler à faible amplitude aérobie, c'est-à-dire la fraction à 90% et la récupération à 80%. Donc, par exemple, ça peut être dernièrement, je mets à mes athlètes par exemple, 12 fois 200-200, mais on continue. Par exemple, 200 mètres, mais je les mets en gros à 90%. C'est-à-dire pour quelqu'un, par exemple, qui a 20 de VMA, je le fais tourner à 18-19 à l'heure sur le 200 mètres. Par contre, je le fais récupérer à 15 à l'heure, à 14 à l'heure, pour garder une intensité élevée en termes de récupération. C'est intéressant. Ne faites pas ça chez vous. Peut-être pas aux mêmes vitesses, mais en tous les cas, on peut bien entendu l'adapter. Ça veut dire là, c'est Baptiste Fourmont. À 15-13. Baptiste, c'était bien plus rapide que ça. D'accord. Baptiste, c'était des 400 à 21 à l'heure et puis une récupération à 15 à l'heure, par exemple. D'accord. Et enchaîné comme ça. C'est une des dernières séances qu'il a passées là,
donc et bien d'ailleurs, donc tant mieux. Voilà, mais c'est plein de choses parce qu'encore une fois, hein, l'objectif de l'entraînement, c'est de stresser l'organisme et le forcer à s'adapter. Donc je répète rarement les mêmes types de séances. Donc parfois, j'ai aussi des séances, alors il y a des séances plus typées anaérobie, mais en VMA, ça peut être une séance classique, hein, type 10 x 400, ça peut être des choses comme ça. Et encore une fois, mille et une façons, mais c'est bien de jouer sur les rapports. Il faut prendre en compte en fait le volume global de la séance, l'intensité des fractions, et puis aussi la durée de la récupération et l'intensité de la récupération. Ça, c'est extrêmement important. Et là, quand je dis par exemple des récupérations rapides, ben, on joue sur ce paramètre-là. Ça permet parfois une fois qu'on pense que la VMA est optimisée, c'est peut-être pas sur la VMA qu'on va jouer, mais sur la récup pour améliorer en fait l'indice d'endurance justement, c'est-à-dire le temps limite et puis l'indice d'endurance. Voilà. Tu disais tout à l'heure que la proportion de travail en haute intensité et en basse intensité, c'est 80-20. Hein, Oui. on va utiliser la loi de Pareto, on va dire. Dans ces 80%, on inclut la partie échauffement, etc. Les 20%, ce sont vraiment les 20% où on travaille. Alors, si on se réfère vraiment aux recherches, parce que là aussi on se trompe un petit peu parfois, en fait, c'est plutôt une question de quantité de séances. C'est-à-dire 80% des séances qui doivent être courues à basse intensité, il va falloir s'entendre là-dessus, et puis 20% à haute intensité. Pour moi, en fait, je sépare justement au niveau du seuil anaérobie, c'est-à-dire en deçà de 85%, 80% des séances, au-delà de 85%, 20% des séances. Et donc, c'est un petit peu différent parce que du coup, même dans ta séance qui est courue à haute intensité, tu as aussi une partie échauffement, etc. Ce qui fait que, alors, 20% des séances, ça veut dire une séance sur 5. C'est pas énorme. C'est pas énorme au final, mais ça fait, pour quelqu'un qui s'entraîne 5 fois, ça fait au moins une séance de VMA, quoi. Donc, c'est pas énorme, mais l'effet est important. Beaucoup ne le font pas. C'est-à-dire beaucoup d'ultra-trailers notamment font ce qu'on a répété souvent, hein, ce raisonnement par analogie. C'est-à-dire je vais courir longtemps à basse intensité, donc je m'entraîne longtemps à basse intensité. Et ça a montré ses limites, mais alors vraiment très très rapidement sur la capacité de performance, sur l'évolution de l'athlète, sur les risques de blessures, et la monotonie, etc. Et beaucoup parlent parfois qu'on se blesse en faisant de la vitesse. Ça aussi, c'est une aberration totale d'entendre ça. Si on respecte le principe d'entraînement de progressivité, et si, alors, faire de la vitesse, quand on parle de VMA, moi, j'appelle pas ça de la vitesse en tant que physiologiste. Bien sûr, c'est une intensité relativement élevée, mais quand on parle de vitesse, d'un point de vue physio, on est au-delà des 140-150% de VMA. Hein. On est sur la vitesse égale sprint. Lactique à lactique, voilà. Donc VMA, on est à 100% d'intensité. Même quelqu'un de 60 ans peut et doit travailler à VMA. Bien entendu, il ne doit pas passer de 0 à 100% ou se mettre à ce travail-là sans une approche progressive. C'est ça, la problématique, elle est là. Souvent, la blessure, elle vient justement d'une rupture en fait dans la progressivité, d'un excès de charge, de sollicitation, d'un stress mécanique qui n'avait pas été préparé, d'une séance de renfort qui vient là et qui n'a rien à faire. Enfin bref, c'est des choses comme ça qui provoquent la blessure. C'est pas la progressivité. Et puis on sait aussi que l'accumulation d'entraînement monotone augmente justement le risque de blessure et de surentraînement. Voilà. Dans la construction d'une semaine d'entraînement, si je m'entraîne 5 fois, ce qui était à peu près mon cas avant la Maxi Race, je dois respecter absolument le fait de faire une seule séance par semaine de VMA. Pas du tout. Non, tout dépend de la période de l'année. Moi, actuellement, par exemple, la plupart de mes athlètes, ils ont au moins 2 voire 3 séances qualitatives dans la semaine. Au-delà. Alors pour les athlètes qui sont au moins à 5-6 fois, bien entendu. Mais là, du coup, tu dépasses les 20%. Je dépasse les 20%, ouais, allègrement. Alors peut-être en temps d'effort, j'y suis, mais en nombre de séances, je n'y suis pas. Mais si déjà chaque ultra-trailer pensait au moins à une séance vraiment qualitative dans la semaine, ça serait pas mal, couplé à des séances une ou deux séances de renfort qui sont aussi des séances qualitatives, hein, quelque part. Donc, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue musculaire, on est sur du qualitatif au niveau des sollicitations. Donc, elles doivent rentrer aussi dans les séances qualitatives. Donc, ce serait déjà pas mal si ça s'était respecté, quoi. Voilà. Guillaume, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet-là ? Oui, Pascal, est-ce qu'il est conseillé de continuer les séances de VMA en fin de saison, comme on peut le connaître, Nico et moi, on n'a plus d'objectifs. Est-ce qu'il faut continuer à faire des séances qualitatives
Ou est-ce que... Alors, il y a deux choses. C'est que si vous êtes en coupure, eh ben, faut les arrêter complètement, bien entendu. Ouais. Ensuite, en période de reprise, on peut attendre 2, 3 semaines, être tranquille, pas se mettre de pression avec des chronos, etc. Et puis ensuite, oui, les reprendre parce qu'encore une fois, alors faire attention parce qu'il faut les manier avec délicatesse, que c'est aussi ces séances-là qui vous affûtent, qui vous amènent assez rapidement en forme. Donc, il faut savoir bien les gérer dans un premier temps. On sait que l'intensité ne doit pas être maximale au début. Justement, si on veut développer, on va travailler des intensités moindres, ça va être intéressant. Ou alors, on va plutôt aussi travailler peut-être intensité plus élevée, mais des récup un peu plus longues ou des choses comme ça. On peut varier le type d'entraînement. Mais encore une fois, ce sont ces types de séances qui vont vous ramener à la forme et à une capacité de performance assez rapidement. Et puis en même temps, vous avez besoin, encore une fois, de redévelopper et d'optimiser ce facteur-là, puissance aérobie, qui est un paramètre essentiel en fait de la performance, quel que soit le type de distance. Alors il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant, bien entendu. Ne me faites pas dire qu'il faut que les ultra-trailers se base que sur la VMA, mais tous ont compris maintenant que cette vitesse-là, en tous les cas de terrain, elle était essentielle et indispensable si on veut performer. Et du coup, à tous les niveaux, c'est important de l'optimiser. On voit que là, naturellement, on a glissé encore une fois, le sujet de base étant le travail aérobie, on glisse systématiquement vers le travail à haute intensité. Comment est-ce que déjà ce travail à basse intensité, parce qu'on ne va pas utiliser le terme travail aérobie, est-ce qu'on le travaille toujours de la même manière en fonction des formats? Donc, tu en as un peu parlé tout à l'heure. Si on s'aligne sur du court, du moyen, du long ou voire un ultra, il est bien évident qu'on va travailler en basse intensité. Plus on monte en format, plus on va travailler en basse intensité. Alors, c'est une super question. Et la réponse, je serais plutôt. Alors, il y aura des petites nuances, mais globalement, oui. C'est-à-dire que tu fasses du très court ou tu fasses de l'ultra, le travail à basse intensité, il a un peu les mêmes objectifs. Et puis aussi, on a vu cette nécessité d'être quand même au-delà du premier seuil ventilatoire pour qu'il y ait un effet intéressant. Il y a ça. Après, bien entendu, quelqu'un qui prépare un ultra, il va passer par la case rando course, etc. Quelque chose que va pas faire nécessairement un cours très court sur cette activité-là. Et puis peut-être dans la répartition aussi des entraînements croisés, le volume, il y aura peut-être aussi quelques petites différences de ce côté-là, mais pas tellement finalement, puisque l'objectif, encore une fois, de ces séances à basse intensité, c'est d'améliorer le métabolisme lipidique, c'est de travailler aussi sur l'endurance musculaire, sur l'endurance qu'on appelle aussi enzymatique, c'est-à-dire la capacité à décomposer, à dégrader les composés énergétiques dans le temps. C'est aussi des processus mentaux, bien entendu, psychologiques, qui sont importants aussi de répéter à l'entraînement. Mais après, il va falloir s'entendre, bien entendu, sur les durées de travail. L'intérêt, encore une fois, c'est d'être... comment dire, que cette intensité-là, sur certaines séances, elle doit être basse et régulière. Ça aussi, c'est très important. Parce que certains travaillent, soi-disant à basse intensité, mais en fait, il y a quand même des fortes variations d'intensité. Dès que ça se met à monter, on voit que les fréquences cardiaques s'envolent, donc l'intensité augmente. Et du coup, ce n'est pas le même type de travail. Donc, d'où la nécessité, dans ces séances-là, d'introduire aussi la notion de pacing, c'est-à-dire de gestion de la régularité, de l'intensité de l'effort. Ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis, on va peut-être y venir après, mais ces séances-là n'ont pas, n'ont pas obligation de se faire qu'à pied. Et même, ce serait même un grand tort de ne les faire qu'à pied. Ouais, alors là, je t'avoue que moi j'ai vu apparaître, et je pense notamment à Yann que je salue, on a clairement deux écoles, hein, l'école qui est un peu plus tournée vers la quantification du stress mécanique. Alors bon, ça c'est un peu un terme qui m'échappe un peu, mais deux écoles une école qui favorise un peu le croisé, comme toi, même voire beaucoup, et une école qui est plutôt axée sur le tout courir. Donc il va falloir qu'on fasse un épisode spécial regard croisé sur l'entraînement croisé ou le tout courir. Alors, personnellement, moi, j'ai entraîné plus d'une centaine d'athlètes déjà. Je n'ai aucun athlète qui n'a fait que tout courir. Ensuite, je t'en avais parlé aussi, on en avait parlé certainement ici. Les coureurs de demi-fond commencent aussi à fortement s'intéresser à l'entraînement croisé. Parce que j'avais participé à un colloque l'an passé avec la Ligue Île-de-France Athlétisme, avec un entraîneur national,
Adrien Djaoui, quoi. Donc, ils entraînent les meilleurs Français en demi-fond, en cross, etc. Et ils introduisent de plus en plus aussi l'entraînement croisé dans leur pratique. Et puis, enfin, il y a énormément, enfin, de multiples aspects qui montrent l'importance de l'entraînement croisé dans la préparation des athlètes. Et je vois mal comment, enfin, bien sûr, on peut faire que courir, mais on a énormément d'exemples dans la course à pied de longue durée, 100 km, 24 heures. Hein, on a vu des exemples, notamment quand avec Eric Lavry, on est rentré dans ce milieu-là, et on ne voit que des exemples. Enfin, ils sont très peu finalement à durer sans se blesser, sans pathologie, et en même temps, je pense que beaucoup de ces personnes réduisent aussi leur capacité de performance, justement parce qu'il y a une certaine usure. Alors, le stress mécanique, je vois bien, mais ce stress mécanique, on l'entretient justement via les rondes de course, via les courses de préparation, via les week-end shocks, via certaines séances spécifiques, mais ça, c'est ponctuel. Et ce sont des séances très particulières qui vont permettre ensuite une surcompensation, etc. C'est Mais décorrélé du travail de la cardio quoi, entre guillemets. Exactement. Et si tu veux, l'ensemble, pratiquement la quasi-totalité des adaptations centrales, c'est-à-dire cardiovasculaires et périphériques, c'est-à-dire musculaires, qui sont données par un entraînement d'endurance en course à pied, on retrouve exactement les mêmes via un entraînement croisé, avec bien entendu une activité qui développe des compétences transversales comme le vélo, le VTT, ski alpinisme, etc. quoi. On va reprendre celui qui n'est pas un modèle, mais qui est quand même, qui restera à tout jamais l'ultra-terrestre, mais Kylian Jornet peut passer des mois et des mois, il l'a déjà fait certaines saisons, à ne pas courir du tout, à faire que du ski alpi, etc. Il revient, il y a un tout petit temps d'adaptation et il revient encore meilleur l'année suivante. Il a toujours été meilleur d'une année sur l'autre, pourtant il a passé de très très longs mois sans courir. Et les exemples, ils sont extrêmement nombreux d'athlètes qui passent beaucoup d'hivers. Xavier Thévenard passait énormément de temps sur les skis, et encore maintenant, François, c'est pareil. On prenait l'exemple d'Éric Lavry qui a le record de France du 24 heures en courant 59 km par semaine. Enfin, on en a des tas d'exemples, mais des tas et des tas. Et moi, si tu veux, je n'ai même pas de contre-exemple, en fait. Donc, c'est ça qui me dérange. Non, mais je suis ouvert à toutes les discussions par rapport à ça. Parce que j'ai connu, j'ai quand même un long passé aussi dans l'athlétisme. Donc, j'ai connu des stakhanovistes de l'entraînement, c'est-à-dire qui se mettaient en effet 200, 250 pitons par semaine. Parce qu'à l'époque, l'entraînement croisé, ça n'existe pas. Il y a 30, 40 ans, on parlait pas d'entraînement croisé. Zatopek faisait pas de croisé, Mimoun faisait pas de croisé. Ils auraient même pas eu l'idée parce que je pense qu'ils auraient pensé perdre leur temps en fait sur un vélo en fait. Hein. C'est aussi une réalité. Donc ces gens-là faisaient énormément de kilomètres, mais moi ma théorie, si tu veux, c'est que parmi tous ces gens qui faisaient énormément de kilomètres, ne sortaient du lot que ceux qui étaient dans des dispositions extraordinaires. Ça me fait penser à Nico Martin en ce moment, qui est capable, c'est un athlète qui est capable de supporter des charges d'entraînement extraordinaires, alors qui croise beaucoup Nico quand même, hein, mais qui est capable de supporter les charges d'entraînement à pied qui tueraient les 3/4 des autres, quoi. Seulement, il a cette capacité-là, d'un point de vue musculaire, cardiovasculaire, mental aussi, à supporter de lourdes charges d'entraînement, et notamment en entraînement à pied. Et pourtant, il croise beaucoup. Je prenais l'exemple de Sylvain Cachard, c'est 50% vélo en temps d'entraînement, 50% course à pied. Et Baptiste Fourmont qui va faire les Europes de cross, c'est presque la même chose. C'est beaucoup d'entraînement croisé. Et pourtant, tous ces athlètes, ils sont là performants. Alors, de la course de montagne, du cross jusqu'à l'ultra-trail, jusqu'aux 24 heures, donc 272 km. C'est pas rien. On peut quand même parler d'ultra-endurance. Et tous ces athlètes-là ont une pratique croisée importante. Donc, le croisé, enfin, on va peut-être en parler juste après, mais voir tous les bénéfices que ça peut apporter, quoi. Guillaume, tu croises, toi, pour travailler ton aérobie? Ouais, je croise et puis je suis convaincu des bienfaits. Quand je suis dans ma période spécifique, j'ai 2 séances vélo par semaine et puis le reste course à pied et PPG. Et chose aussi, bon, qui fait pas forcément partie enfin, que je considère pas comme faisant partie de l'entraînement croisé, mais les bienfaits du yoga, je pense que c'est aussi important sur la récupération et puis aussi sur le relâchement de certaines pressions mentales qu'on peut avoir dans notre préparation à un objectif. Tout à fait. Mais tu peux parler, Guillaume, je pense, d'entraînement croisé par rapport au yoga. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler. En parlant d'Éric Lavry, il a fait aussi sa formation yoga running et il l'utilise, bien entendu. Et tout ce qui va amener,
Parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire que la préparation mentale, par exemple, c'est pas une préparation qui va aider au physique. Ben non, via la prépa mentale, on peut améliorer fortement ses performances physiques sans dépenses énergétiques associées. Enfin, ça peut entraîner une certaine fatigue centrale, mais pas périphérique. Donc tout ça, en effet, ça participe aussi à la performance. Donc ne faire que courir, c'est une aberration vraiment totale, je trouve. Pour en revenir au sujet de la base aérobie, donc on peut travailler cette fameuse base en croisée. Est-ce qu'il y a un risque, je sais pas, je pose la question comme ça, à travailler trop souvent à basse intensité pour le corps? Alors on parlait tout à l'heure peut-être de la monotonie, est-ce qu'il y a un risque particulier à cet entraînement-là? Non, il y a pas de risque, si ce n'est si on travaille trop longtemps à basse intensité, ben, il y a une possibilité de pathologie de répétition, tout simplement. Hein. Si justement, il y a un stress mécanique trop important. C'est quoi la première contrainte, on va dire, et c'est ce que tous les ultra-trailers rencontrent, ce sont les phénomènes inflammatoires dus à la répétition des chocs excentriques. Donc ces chocs excentriques, enfin l'excentricité, donc l'allongement de la fibre musculaire, qui à terme même se détruit, ça entraîne des facteurs inflammatoires, ça va entraîner une inflammation au niveau du corps, ce qui entraîne les œdèmes par exemple vraiment sur les ultras ou en post-ultra. Donc des œdèmes, ça peut être des œdèmes qu'on relève aussi au niveau du cerveau, au niveau de la peau, au niveau du volume plasmatique, volume sanguin circulant, qu'on peut voir au niveau des mains parfois, hein, au niveau des extrémités distales, les pieds, les mains. Enfin, bon, il y a des photos après le Tour des Géants qui sont parlantes, mais qu'on voit aussi sur des courses plus courtes. L'excentricité, c'est aussi des micro-traumatismes au niveau intestinal, donc des micro-saignements, des choses comme ça. Donc, il y a plein d'effets délétères à long terme de la course. Et c'est ça, en fait, qui est aussi très intéressant dans le sport croisé, c'est justement de se protéger de ces effets délétères à long terme. Et c'est pas parce qu'on s'entraîne qu'on va répéter énormément de sorties longues et provoquer des stress, qu'on va se protéger de ces effets. Ça, c'est pas vrai. Au contraire, on risque de se fatiguer et donc de les faire survenir encore plus tôt. Si on provoque une fatigue, par exemple, de type parasympathique, donc qui nous mène au surentraînement, ces phénomènes-là apparaîtront encore plus vite. Alors que si on arrive dans un état de fraîcheur, de disponibilité, mais tout en étant préparé, bien entendu, à l'excentricité, mais pour ça, on n'a pas besoin de faire des centaines de kilomètres pour ça, hein. Il suffit d'avoir une pratique en descente régulière notamment, eh bien on va pouvoir repousser plus loin justement les effets délétères de la course. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir, de tester soi-même si notre capacité aérobie est suffisante pour pouvoir aller plus loin? Alors, en fait, quand on parle de capacité aérobie, là, il faut aussi parler du coup de capacité musculaire, Mm. puisque sur un ultra, très souvent, hein, d'ailleurs, les premiers modèles de performance en ultra ont été faits par Guillaume Millet en 2012. Je me rappelle très bien ce schéma. Et dans ce schéma, il mettait en évidence quelque chose qui est toujours d'actualité pour 98% des coureurs, c'est que tout est mis en place en fait au niveau de l'organisme pour protéger justement les membres inférieurs des dommages musculaires et ostéo-articulaires. Donc par exemple, c'est la modification de la foulée, c'est l'utilisation des bâtons, c'est se mettre tout de suite à basse intensité, voilà, c'est tout psychologiquement, c'est se préparer à durer très longtemps. Donc tout est fait en fait pour se protéger au niveau des membres inférieurs. Donc ça, c'est une donnée aussi qui est très intéressante par rapport à l'ultra. Donc, quand on parle de capacité aérobie, il faut aussi parler justement de cette capacité des muscles à continuer à se contracter, donc à utiliser aussi l'énergie, etc. Donc, c'est vraiment un aspect global. Cette capacité aérobie, c'est aussi une capacité mentale. On parle d'endurance mentale, d'endurance enzymatique. Voilà, il y a mille et une formes en fait d'endurance. Alors, la tester, c'est compliqué. On va la tester surtout lors des compétitions, je trouve. C'est là qu'on va voir si on est capable de tenir la distance, enfin la durée surtout, parce que nous, on raisonne en termes de durée d'effort et pas en termes de distance. C'est ça. Donc, il faut être suffisamment prêt, il faut avoir un peu d'expérience, d'où cette notion aussi quand même de progressivité dans les distances de compétition. Enfin, dans les distances et surtout les durées. Il faut bien évaluer la durée, parce que la distance, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'est vrai qu'on ne se lance pas dans un ultra comme ça en passant par exemple de 50 à 160 km, il y a des risques associés importants parce qu'il y a toute une gestion pour laquelle il faut se préparer, qui demande un long apprentissage. On voit des athlètes qui progressent au bout de... Enfin, s'ils ont pris le temps justement de la progressivité, qui peuvent se débloquer après 4 à 5 ans de pratique en fait. Hein. Voilà. Et beaucoup se grillent très tôt
parce qu'ils ne respectent pas justement les inerties d'apprentissage. Il y a énormément de choses à apprendre en ultra. C'est ça qui est intéressant, pas qu'en ultra, d'ailleurs en trail. Il y a énormément de choses à apprendre sur les stratégies nutritionnelles, sur la gestion de l'intensité de l'effort, sur l'utilisation ne serait-ce que des bâtons, sur voilà, plein de choses comme ça qui sont à maîtriser, quoi. Ok. Guillaume, est-ce que tu souhaites poser une question, rajouter quelque chose pour terminer notre entretien? Tout à l'heure, tu parlais de la notion de pacing, Pascal. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent commencer à travailler cet exercice? Pour l'avoir essayé à titre perso, c'est quand même pas simple. Et pour Ouais. l'avoir aussi expérimenté sur mon groupe là, au club d'athlé, c'est vraiment pas simple. Donc, quel Ouais. conseil tu pourrais donner à Ouais. aux Alors, c'est vrai auditeurs? que c'est pas simple. Et tu vois, j'ai une formation d'entraîneur ce week-end, donc j'ai fait travailler les coachs sur ce phénomène-là. Et c'est vrai que c'est pas simple déjà. Et si le coach n'arrive pas à l'intégrer, après, c'est difficile à faire passer aux individus. Pour autant, pour l'avoir travaillé beaucoup avec Patrick Bovard et Seb Cornette, notamment dans le Haut-Doubs, et notamment sur la fameuse piste du Mémesi, entre autres, tous les retours qu'on peut avoir après ces types de séances sont extrêmement positifs. Mais vraiment tous, c'est-à-dire tous les gens qui ont adapté, je veux dire adopté aussi, cette technique en fait sur leur course d'ultra, ont eu des retours assez extraordinaires en termes de plaisir, de meilleure gestion du coup de l'effort, d'un meilleur confort aussi du coup digestif, alimentaire, etc. Et du coup d'une meilleure performance. Alors les consignes, c'est tout d'abord en fait, il faut définir une intensité d'effort qui soit propre à soi et propre en fait à ses objectifs. Donc cette intensité d'effort, elle se définit en pourcentage de fréquence cardiaque de réserve. C'est la seule chose qu'on puisse utiliser en trail. C'est-à-dire, si on est à plat, bien entendu, on va prendre la vitesse au kilo. Nous, on ne peut pas. Donc on va prendre un pourcentage d'intensité par rapport à la fréquence cardiaque de réserve. Je crois qu'on en a déjà parlé, Nicolas, dans Fréquence nos... max moins fréquence au repos. Voilà, on fait un pourcentage de ça. Donc, par exemple, si j'ai 180 de max, 60 de repos, ça fait 180 moins 60, ça fait 120. Je calcule en pourcentage de ça. Donc, imaginons que je veux faire une séance à 70% d'intensité et être le plus régulier possible. Eh bien, je fais 70% de ces 120, ça fait 84. Je rajoute mes FC repos, 60, ça me fait 134. Ça veut dire qu'à 70% d'intensité, je suis à peu près à 134 pulsations à la minute, à plus ou moins 5 battements près. Et l'objectif, c'est durant ma séance que je vais faire la plus variée possible, monter, descendre, plat, etc. Et ben, je vais devoir rester dans cette zone-là précise. Et donc, je vais adapter alors l'intensité de mon effort, mais aussi ma vitesse en permanence. L'intensité doit rester la même. C'est la vitesse qui change en trail. Donc, je vais adapter en fait ma vitesse à cette intensité-là. Ça veut dire très tôt, en fait, je vais devoir me freiner, par exemple, dans l'enchaînement plat, montée ou descendre, montée. Très vite dans la montée, je dois adopter un rythme qui permette la non-élévation des fréquences cardiaques. Parce que chez les experts, ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas de variation en fait de fréquence cardiaque à l'effort. Si je prends un Manu Messa sur du trail court, si je prends Patrick sur de l'ultra, n'importe quel athlète expert élite, on s'aperçoit que les fréquences cardiaques ne bougent pas. C'est-à-dire qu'ils gardent une même intensité, qui est souvent d'ailleurs très élevée, parce qu'en plus, plus on est régulier et plus l'intensité moyenne est élevée. Ça aussi, c'est une donnée qui est importante de la recherche. Et puis, on a vu que moins il y avait de variation d'intensité, bah, plus je reste aussi sur une part de lipides importante. Donc, je tape moins dans mes réserves de glycogène, donc je vais pouvoir durer plus longtemps. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est de maintenir, on va dire, une intensité, un niveau de fréquence cardiaque qui soit le plus régulier possible, quel que soit le terrain. Voilà. Et c'est ça les consignes à respecter. C'est-à-dire, il faut avoir l'œil un peu rivé sur le cardio. Ça veut dire adopter une nouvelle stratégie. Quand on fait ces séances-là, par exemple, chez Patrick, on fait des séances qui sur 1 heure et demie. Alors là, par exemple, le week-end dernier, je fais sur 45 minutes parce qu'on manquait de temps, mais on commence juste à s'apercevoir un peu du truc. On fait ça sur 1 heure et demie. On définit des pourcentages de FC réserve en fonction des objectifs de chacun. Ça peut être entre 70 et 80%. Et on leur demande de respecter ça. Donc souvent, au début, ils ont l'impression d'être en sous-intensité, d'être vraiment, de se ralentir et tout. Et puis au bout d'une heure, ils disent, ah ben, c'est quand même confortable, c'est sympa et tout, c'est bien, on est à l'aise, on enchaîne bien les montées, les descentes. Et les montées, c'est quand même des murs, donc ça veut dire qu'il faut aussi marcher, savoir alterner la marche et la course. Parce que très souvent, l'erreur, c'est que j'arrive dans une montée, bon, bah vas-y, je suis bien, je commence. Et puis voilà, au bout de 50, 80 mètres de montée, quand c'est raide, bim, là, les fréquences cardiaques commencent à s'élever en raison
du même paramètre de cinétique de VO2 dont on a parlé tout à l'heure. Il y a toujours un décalage, une inertie. Donc mes fréquences, elles ne montent pas tout de suite, j'ai l'impression d'être bien. Et puis au bout de 80 mètres de bosse, les fréquences cardiaques augmentent. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé musculairement de manière un peu trop intense. Et après, c'est trop tard quelque part. Bon, je vais redescendre, ok, mais j'ai varié dans les métabolismes et c'est pas bon pour la suite. Donc voilà en gros ce qu'il faut mettre en place. Mais je t'encourage du coup à continuer dans cette voie-là parce que ça donne vraiment des résultats vraiment sympas. Et encore une fois, ça vient aussi de l'analyse un peu, enfin, l'analyse des experts. Les experts, il y a même pas la peine c'est même pas la peine de leur parler de ça en fait. Moi, je prends leurs cours et j'analyse et je vois que c'est une ligne droite, quoi, leur fréquence cardiaque sur des compétitions aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Sur plusieurs heures d'effort, parfois, on a vraiment une ligne droite, quoi. Moi, pour parler un petit peu de moi sur l'OCC cette année, j'ai utilisé un peu cette technique-là. Moi, c'était plutôt dans un état d'esprit de ne pas dépasser une certaine fréquence cardiaque et de ne pas aller en dessous non plus. Donc c'était un peu la même chose, sauf que c'était pas à 5 ou 10 battements près, mais c'était un peu cette logique-là. Et j'ai vraiment adoré ma course. J'ai pas souffert une seule fois sur les 50 bornes. Et j'ai pris énormément de plaisir. Donc ça confirme ce que tu Exactement, dis. c'est ce que fait Patrick Bohard, par exemple, qui est pourtant peut-être le coureur qui se connaît le mieux au monde. Eh bien, sur le Tour des Géants, il part avec le cardio, il regarde le cardio pour pas sortir de ses zones sur les 2 premières heures de course. Et même souvent, c'est sur les 30 premières minutes qu'on fait des erreurs. Après, c'est parti, il y a peu de chances qu'on change. Et dernièrement, là, il y avait Julien Churier à Madère ce week-end, il m'a envoyé sa courbe. C'est pareil, ça commence par 1200 mètres des plus, mais il n'a pas dépassé les 80%, sans spécialement regarder son cardio, juste aux sensations. Et on s'aperçoit que c'est une ligne droite à 80%, ce qui permet ensuite d'enchaîner, de durer, etc., quoi. Justement, Pascal, tu parles de cardio, donc c'est quand même, finalement, c'est un exercice qu'il faut pratiquer au début avec son cardio, et puis à Oui. force de pratiquer, finalement, on peut vite s'en séparer. Alors, vite s'en séparer, comme je te dis, Patrick Bohard, il s'en est quasiment jamais séparé. Julien, il s'en sépare pas non plus. On peut, oui, si on arrive vraiment à bien coupler intensité, sensation, ressenti d'effort. Mais il y a toujours cette problématique en compétition, notamment sur les compétitions où il y a du monde. C'est-à-dire de partir en surintensité tout en ayant l'impression qu'on est bien, quoi, parce qu'on est porté par les autres, en fait. Et en fait, si on regarde le cardio, on est largement au-dessus et on paye assez rapidement. Donc, bien entendu, UTMB, Grand Raid de la Réunion en tête, mais il y en a d'autres, quoi. Ok, bon, Pascal, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour terminer ce sujet sur la base aérobie? Non, mais je pense que ce que j'ai dit aujourd'hui ne sont pas non plus des vérités absolues. C'est-à-dire, ça demande encore, on a encore beaucoup de choses à découvrir sur le trail, je pense, et sur l'entraînement en trail. Et puis, je pense que ce qui est juste à un moment sera peut-être un peu moins dans quelques temps. Puis surtout, ce qui est juste pour quelqu'un doit aussi évoluer, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est vraiment les athlètes que je suis depuis pas mal d'années. On s'aperçoit qu'il y a vraiment une évolution dans leur forme d'entraînement, dans ce qui était peut-être bon à un moment pour eux, les plus au moment donné, parce que eux aussi ont évolué. Mais encore une fois, les athlètes que je suis depuis longtemps, on va dans le sens d'une réduction du volume de travail et vers une augmentation de la qualité. Ça, c'est flagrant pour pouvoir continuer à être performant. Et ça, c'est une donnée physiologique incontournable. Ça, c'est une certitude. Et puis après, peut-être un jour, il faudra qu'on parle de ça parce qu'on n'a jamais trop parlé, mais cette notion d'économie de course qui est essentielle. Là, j'ai eu plein d'exemples dans les travaux de recherche entre Toulouse et Lyon, là, en ce moment, et on a des différences qui sont dues aux économies de course qui sont fondamentales. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout qui est méconnu parce que ça demande aussi une évaluation en laboratoire, mais qui est vraiment très intéressante. Bon, écoute, on va faire le prochain sur construction d'une saison et pourquoi pas celui d'après sur l'économie de course. Ça sera toujours avec autant de plaisir, Pascal. Merci énormément pour le temps que tu nous as accordé encore cette fois. Merci Guillaume d'avoir participé à l'épisode. Merci pour ton soutien pour les Patreons. Et puis à très bientôt tous les deux. Passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bientôt. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. Je remercie Pascal Balducci et Guillaume Giraudot de m'avoir accompagné dans cet exercice et surtout Pascal de nous avoir parlé avec toute sa clairvoyance de la base aérobie ô combien importante dans notre sport. Si vous souhaitez rejoindre le LTP sur les réseaux sociaux rien de plus simple, rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try le podcast. Vous pouvez également me rejoindre sur Strava ou LinkedIn à Nicolas Guilleneuf. Et si vous souhaitez soutenir le projet, n'hésitez pas à nous rejoindre sur patreon.com/Let's Try le podcast. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible,
faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!